messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons le livre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Judith Théa. Alors, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous avons un nouvel invité aujourd'hui, vous l'avez déjà vu sur notre plateforme. Il s'agit de monsieur Kama Siwor Kamanda, qui nous revient avec un autre de ses genres. Il s'agit d'un roman dont le titre est L'insondable destin des hommes. Bonjour monsieur Kama Siwor Kamanda. Vous avez une bibliographie tellement riche. Ça va des romans aux contes, aux poésies, aux essais, au théâtre. Et là, quand j'ai vu le roman, je me suis dit, tiens, on va découvrir un autre genre de monsieur Kamanda. Et franchement, il est très bien. Très bien. L'insondable destin des hommes. Alors, je vais rapidement vous présenter, vu que vous êtes déjà passé sur la chaîne. Monsieur Kama Siwor Kamanda est donc écrivain, poète, romancier, dramaturge, conteur et essayiste congolais d'origine égyptienne. Il est lauréat de nombreux prix littéraires. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de la Reine Zinga, pièce de théâtre, ou alors on attrape un lézard par la queue. C'est plutôt un roman. Un roman, dans le roman, vous exposez en fait les tristes et terrifiantes réalités auxquelles sont confrontés des immigrants africains qui fuient l'Afrique pour aller à l'étranger pensant trouver mieux. Mais une fois à l'étranger, là dans votre cas, les personnages que vous avez choisis, tout ça, nous emmène un petit peu dans leur traversée du désert, et on se rend compte que c'est pas la joie, c'est pas la joie. Et il y a autre chose, vous parlez des citoyens opprimés, effectivement, le capitalisme triomphant, les méfaits de la corruption, violence d'État, et notamment du malheur des pays africains riches en minerais, pétrole, or, etc. Alors, donc, monsieur Kamanda, je vous laisse édifier nos auditeurs, si vous voulez déjà, rien qu'au commencer par justifier le titre. Pourquoi avez-vous choisi ce titre, L'insondable destin des hommes? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité, une fois de plus. J'ai choisi ce titre pourquoi? Parce qu'en réalité, L'insondable destin des hommes, qui est un roman, est, est un miroir des réalités et des valeurs africaines. Les réalités actuelles et les réalités du passé, mais aussi les miroirs de ces rêves brisés de tous les jeunes et de tous les jeunes gens qui vivent en Afrique ou qui essaient de fuir l'Afrique parce que les gouvernants africains n'offrent pas d'avenir à leur jeunesse. Insondable destin des hommes, pourquoi? Parce que la pauvreté, la précarité qui frappe des peuples de par le monde aujourd'hui nous pousse tous à l'immigration, c'est-à-dire à la quête du meilleur. Et chacun d'entre nous pense que l'ailleurs est toujours mieux que ce soit. Mais pour revenir aux réalités africaines, nous constatons que nous avons combattu pour les indépendances africaines, mais que celles-ci ont été confisquées par les sectes occidentales et orientales. L'homme noir n'a pas encore compris que pour se libérer, il doit d'abord rompre avec toutes les chaînes qui l'ont fait esclave, qui l'ont fait coloniser. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui que tous les présidents africains, tous les ministres africains, tous les gouverneurs africains, tous les maires africains, pour obtenir leur poste, vont s'inscrire dans des sectes de Paris. Et quand ils se font soi-disant initiés dans ces sectes racistes, colonisatrices et dominatrices, qu'est-ce qui se passe? Ils donnent toutes les richesses de leur pays aux membres de ces sectes.
plus particulièrement française. Voilà les malheurs de l'Afrique, madame. Et d'office, quand vous avez des présidents et des ministres qui deviennent esclaves de sectes étrangères, vous ne pouvez plus ni connaître le développement, vous ne pouvez plus ni connaître la liberté, vous ne pouvez plus non plus vous-même exploiter vos richesses pour donner une bonne éducation à vos enfants, pour faire de l'économie une source du développement. Voilà, madame, pourquoi j'ai choisi ce titre, L'insondable destin des hommes, parce que le destin de l'homme africain est incompréhensible parce qu'elle est confuse. Elle est confuse parce que les Africains ont remis leur destin dans les mains des sectes étrangères, fussent-elles fraternelles, chrétiennes et autres. Je ne suis pas contre les sectes, madame. Tous les pays du monde entier sont gouvernés par des sectes. Mais ces sectes, ce sont des sectes autochtones, des sectes locales, des sectes nationales, où on s'est réunis pour promouvoir le bien-être commun de la population d'un territoire qui nous est propre. Or, seuls les Noirs, seuls les Africains, vouent leur destin, donnent leur avenir aux maîtres étrangers. Alors, quand maintenant vous allez à Paris, vous signez des accords avec ces gens-là, ils confisquent tous les avoirs des pays africains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle des francs CFA que les Africains ne veulent plus, mais qu'on continue à leur imposer. On parle des avoirs africains qui sont confisqués en France, que la France ne veut pas libérer. Mais pourquoi les Français ont cette arrogance? Les Français ont cette arrogance parce que tous les dirigeants africains sont devenus des esclaves des loges françaises. Tous les avoirs africains sont aujourd'hui confisqués. Moi, je ne suis pas contre la franc-maçonnerie. Les Français ont imité les Anglais pour créer leur propre maçonnerie. Les Anglais avaient créé la franc-maçonnerie pour asseoir l'Empire britannique. Mais quand ils sont partis des pays qui sont devenus indépendants, ils ont laissé à ces peuples-là le choix de leurs gouvernants, c'est-à-dire le choix de créer leur propre maçonnerie où seuls les membres du pays peuvent exercer. Or, dans tous les pays francophones, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous faire allégeance à Paris, au grand maître de l'autre française. Et cet esclavage-là, madame, voilà la source première de tous les malheurs de l'Afrique. Ce sont les loges maçonniques françaises qui aujourd'hui confisquent tous les avoirs des Africains, poussant les Africains à la misère, à la pauvreté, à la mendicité et à la fuite de leur propre pays. C'est pour ça que tous les Blancs ont du mépris pour les Noirs. Les gouvernements italiens successifs, depuis 30 ans, se battent contre cette pratique-là. Ils disent, nous aussi, nous avons des francs-maçons en Italie, mais ils ne confisquent pas les avoirs des autres pays. Pourquoi les francs-maçons français se considèrent légitimes pour confisquer les avoirs des États africains à travers leurs présidents, qui sont devenus des marionnettes, des épouvantails. Voilà les problèmes de l'Afrique, c'est ça, madame. Donc, on ne peut pas croire que tous les Africains soient si bêtes, si ignorants, pour ne pas connaître cette vérité-là. Tous les gouvernants africains le savent, parce qu'ils y participent. Mais personne n'ose les dénoncer parce que tout le monde en tire profit. Mais de quel profit, madame? Tout l'argent qu'ils volent là-bas dans nos pays, ils le mettent dans des banques contrôlées par leurs maîtres. Et les jours où ils ne sont plus présidents, ils ne sont plus ministres, leurs maîtres distribuent cet argent-là. C'est pour ça, vous voyez que dans toute la France, on construit des maisons partout. Il y a des bateaux privés, des avions privés. C'est avec l'argent des Africains. Pendant ce temps-là, on a des gens qui se disent présidents, ministres, et qui ne font rien pour leur pays. Et pendant ce temps-là, l'Afrique est en train de devenir un immense désert. On est en train de vider l'Afrique de toutes ses richesses, de toute sa jeunesse, de tous ses enfants. Voilà, madame. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que les Africains se mettent debout, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas être un homme libre dans les cercles des autres. Les Chinois ont des sectes à eux. Les Japonais ont des sectes à eux. Tous les pays européens ont des sectes à eux. Mais pourquoi nous, les Noirs, on doit aller à Paris pour être consacrés, pour être initiés, pour devenir président, ministre chez nous et commencer à persécuter nous-mêmes notre population,
commencer nous-mêmes à piller nos propres pays pour les intérêts de quelques individus de Paris. Voilà, madame, ce sont là les réalités. Alors, vos personnages, justement, Kassimba, Mbia, l'autre Landou, effectivement, passent leur temps à se poser ces questions existentielles par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, les peuples sont opprimés, les citoyens sont opprimés, la mondialisation, Kassimba, dans le livre, le dit, la mondialisation n'est rien d'autre qu'une soumission des hommes au lobby. Hein? Et que le peuple est impuissant face aux prédateurs internationaux à cause d'une élite corrompue. Mais madame, vous venez d'y répondre. Cette corruption passe par l'appartenance à des sectes étrangères qui viennent, qui prennent tout, qui ne pensent même pas du tout laisser jusqu'à la moitié à la population locale. C'est ça. Donc, toute l'élite africaine, elle est corrompue parce qu'elle appartient, elle est devenue une élite esclave des loges maçonniques de Paris. C'est pour ça que tous les présidents français se permettent beaucoup de mépris vis-à-vis des présidents africains. Nous les tenons par ça. Nous les gouvernons par ça. C'est comme ça que nous confisquons tous leurs biens, leurs avoirs, et que nous leur privons de liberté, nous leur privons de justice. Alors, dans ces cas-là, comment voulez-vous que le peuple africain comprenne ce qui se passe ou ce qui leur arrive? Parce que leurs présidents, leurs ministres, leurs élites vont à l'étranger faire allégeance, que les gens, leurs maîtres, peuvent tout prendre sans rien laisser à leur population. Voilà la vérité, madame. Et dans toute l'Afrique francophone, c'est les mêmes malheurs provoqués par les mêmes déserteurs. Alors, apparemment, effectivement, tout ce que vous dites, vous le prêtez justement à vos personnages. Ils ont des avis, c'est bien parce que c'est un débat, ils ont des avis partagés, effectivement, on remarque tout ce qui se passe, mais la question est celle-ci. Que faut-il faire? Que faut-il faire face à ça? Parce que finalement, on parle d'un gouvernement infiltré, hein, qui ne s'occupe jamais des besoins, du bonheur des autochtones. On dit que, dans le livre, effectivement, on l'appelle un gouvernement infiltré. Mais comment faire alors pour se débarrasser d'un gouvernement infiltré? Ce gouvernement infiltré, lui-même, n'est-il pas otage quelque part des grandes puissances? Parce que, bon... Madame, je viens de vous expliquer ce que vous appelez les grandes puissances. Et tous les Français pillent l'Afrique? Non. Tous les Belges pillent l'Afrique? Non. Tous les Américains pillent l'Afrique? Ce n'est pas vrai. Ce sont des mafias qui se sont constituées, qui sont devenus en fait des mouvements criminels. Des pillages, d'assassinats, qui organisent le génocide des Africains avec la complicité des présidents africains. Et quand ces présidents-là maintenant veulent dire non, on leur rappelle que vous avez fait allégeance. On leur rappelle que vous n'êtes que des chiens. Nous sommes vos maîtres. Oui, où ils se font descendre, comme on a l'exemple de Thomas Sankara. Mais parce que dans leurs allégeances, ils ont accepté ce sort-là. Ils l'ont accepté. Ça fait partie des contrats qui leur ont été offerts, proposés, disons. Alors, on lit, on lit un peu partout, je lis un peu partout qu'en général, en Afrique, les présidents sont placés, sont mis là. Vous savez, les malheurs de l'Afrique, c'est quoi? C'est que vous refusez de nommer les chats. Alors vous dites les Américains, les Français, les Belges et les Européens. Non, désolé, ce ne sont pas les Français qui pillent l'Afrique, ce ne sont pas les Américains qui pillent l'Afrique, ce ne sont pas les Belges qui pillent l'Afrique. Ce sont quelques individus africains qui ont fait allégeance aux sectes criminels européens qui pillent, qui aident ces sectes à faire de l'homme noir l'esclave du 20e, 21e siècle. C'est-à-dire que la colonisation continue à travers ces sectes-là. L'impérialisme continue à travers ces sectes-là. Ce ne sont pas les Américains qui sont allés en Afrique occuper les pays, qui sont allés prendre les avoirs l'or du Burkina Faso, qui sont allés prendre l'or du Togo, qui sont allés prendre toutes les richesses du Congo, qui sont allés prendre toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. Hein. Mais ce sont les appartenances à des sectes criminelles par les gouvernants africains qui sont à la base de tous les malheurs de l'Afrique aujourd'hui. Parce qu'en fait, à travers eux, l'esclavage de l'homme noir continue. La prostitution des Noirs continue. L'humiliation des Noirs continue. Le racisme vis-à-vis des Noirs continue. Toujours à travers les mêmes.
Et c'est toujours par là aussi qu'on envoie des espions en Afrique. Je vous ai déjà dit que la France-Afrique, c'est quoi? C'est qu'on prend des Africains, des Antillais, mais allez en Afrique. La plupart des mercenaires en Afrique qui tuent les gens partout, ce sont des Antillais. Ils sont Guadeloupéens, ils sont Martiniquais, ils sont Guyanais. Je les ai rencontrés. Moi, je ne parle pas en l'air. Hein. Et quand vous allez dans les Antilles, vous allez les trouver là-bas que c'est aussi des Africains qu'on a infiltrés comme espions pour dire voilà, c'est lui, il est indépendantiste. Et comme ça, la France peut l'éliminer. Et c'est la même chose en Afrique. Et en dessous, il y a la confiscation des avoirs des Africains. Comme ça, ils ne peuvent pas avoir la liberté de s'organiser. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de moyens pour vous organiser, pour libérer votre peuple, vous ne pouvez pas vous organiser pour construire vos pays. Tout passe par ces sectes-là. Et alors maintenant, comme excuse, ils lancent des rumeurs, ils lancent des mensonges en disant oui, les Français pillent l'Afrique, oui, les Américains pillent l'Afrique. Vous avez déjà vu des bateaux d'Américains aller en Afrique aller chercher des richesses dans l'Afrique? Vous avez déjà vu des avions et des bateaux de Français quitter la France, aller piller l'Afrique et l'amener des richesses en France? Non. Ce sont les Noirs que nous avons au pouvoir aujourd'hui dans nos pays qui font ce travail-là pour eux. Parce qu'ils ont fait allégeance. Parce qu'on les considère comme des chiens qu'il faut tenir en laisse. Alors, quand vous êtes un chien, il faut te mettre dit d'aboyer. Aboyer. Mordez, mordez. Alors, maintenant, comme excuse, ils disent c'est l'autorité de l'État doit s'affirmer par la violence légitime, la violence de l'État. Comme ça, ils peuvent tuer qui ils veulent, hein, appauvrir qui ils veulent, pour les intérêts de leur maître de secte. Et alors, pour la population, comme ils savent que les maîtres sont toujours tous blancs, ils disent les Français nous tuent, les Français nous volent, les Belges nous font ceci. Ce ne sont pas les Belges, madame. Ce sont ces mêmes gouvernants, les ministres, présidents africains, qui ont fait des allégeances compromettantes, criminelles, qui tuent les Africains pour les intérêts de quelques groupes. C'est comme ça que vous avez tous ces gens-là, ils se distribuent l'argent facile. C'est l'argent facile. Le racisme contre les Noirs part de là aussi. Part de là aussi. Voilà, je crois que j'ai été assez explicite. Et pour y mettre, tant qu'on n'aura pas mis fin à cela. Alors, M. Kamanda, si des jeunes Africains vous demandent, écoutez, M. Kamanda, nous savons tout ça, effectivement, nos dirigeants sont corrompus, nos dirigeants sont sous les ordres de Paris ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire, effectivement? Mais il faut nous en débarrasser, ou bien ils coupent les liens par eux-mêmes déjà, par des actes de courage, mais nous ne voulons plus être aux ordres de Paris. Ça, c'est le premier acte de liberté de l'Afrique. Les jours où ils feront ça, l'Afrique deviendra libre. Vous verrez que les richesses de l'Afrique resteront en Afrique. C'est le premier acte à poser, c'est toute l'élite africaine qui doit poser cet acte-là. Au Togo, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, les jours en Centrafrique, au Burkina Faso, partout, les jours où nos gouvernants, toute l'élite africaine qui est là-bas, nous avons accepté de devenir maçons, mais nous n'acceptons plus que les maçons français confisquent les avoirs de nos peuples. Puisque la France n'a jamais accepté que les Anglais confisquent ses avoirs. Ils ont créé leur propre maçonnerie pour lutter contre la franc-maçonnerie anglaise. Pourquoi les Africains ne peuvent pas le faire? Voilà. C'est tout, c'est question d'être intelligent et puis de vouloir être quelqu'un qu'on respecte. Vous voyez pourquoi tous les présidents français, quand ils vont en Afrique, ils insultent les Africains? Parce qu'ils savent que les mêmes Africains se sont fait humilier à Paris dans leur loge. Alors, si j'ai bien compris, vous pensez que pour sortir de ça, de cette situation, on attend que les leaders africains eux-mêmes décident de laisser le pouvoir. Non, le peuple doit pousser tous ces mauvais gouvernants à rompre ces serments-là. C'est tout. Vous savez que le peuple se fait tuer. Le peuple, non, un peuple conscientisé peut le faire. Ils mettent l'armée dans les rues. Écoutez, tout pouvoir du monde est un pouvoir
dû et donné par le peuple. Les peuples africains doivent apprendre que les gouvernants, ils leur appartiennent. C'est à eux à désigner leurs gouvernants. C'est à eux qu'appartient le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. C'est cette notion qui doit aussi être inculquée à tout enfant africain, homme et femme. Chaque Africain doit savoir que le pouvoir lui appartient au peuple. Et les jours où les Africains prendront conscience que le pouvoir leur appartient, ils vont chasser ces gens-là en moins de 24 heures. Il faut faire quoi? Des marches pacifiques? Mais pour avoir une élite intègre, courageuse, travailleuse, responsable et qui va bâtir l'Afrique de demain. Plus nous attendons, plus l'Afrique va être déserte. Plus nous attendons, plus l'Afrique n'aura plus de richesses. Plus nous attendons, plus... Et regardez l'état de l'éducation. L'éducation a décliné dans tous les pays d'Afrique francophone. Il n'y a pas de livres. Du coup, je vous laisse, je vais résumer la question en trois questions en trois. Nous connaissons ce problème, nous connaissons tous ces problèmes en Afrique. Quelles sont les solutions concrètes que vous pouvez proposer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne marche pas en Afrique? On le sait. Mais que pouvons-nous faire? Et comment le faire? Les solutions sont simples. Il nous appartient d'abord d'assumer notre indépendance financière par tous les moyens souverains, c'est-à-dire disposer de banques dans chaque mairie, dans chaque province, qui permet déjà à la population africaine de comprendre comment gérer sa richesse, c'est-à-dire comment économiser et comment dépenser. Et ces banques auront pour rôle de donner du crédit à ceux qui veulent investir ou se lancer dans une petite ou une grosse affaire. Ça, c'est du concret. Et alors, et puis apprendre à épargner. Donc, ça peut se faire. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que les gouvernants actuels corrompus et qui n'ont pas les compétences requises pour être à la tête de leur pays, ils sont là, ils se contentent de boire du champagne, d'avoir de bonnes femmes à gauche, à droite, voilà, c'est ça d'être le président. Non, c'est pas ça. Voilà, donc ça, c'est un. De deux, l'éducation doit être un élément de base pour construire une nouvelle classe politique, mais aussi pour permettre aux peuples africains de s'épanouir dans les meilleures conditions. Troisièmement, la mise en valeur de nos propres cultures et de nos propres civilisations. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où il y a, les Rwandais a participé à la tuerie de plus de 30 millions de Congolais. Aujourd'hui, les Rwandais, à travers sa représentante à la tête de la francophonie, va organiser les Jeux de la francophonie à Kinshasa pour bien humilier les Congolais, pour bien les insulter dans leur pays. Dans un pays où il y a des morts tous les jours, où le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas d'électricité, le gouvernement congolais trouve l'occasion d'organiser des Jeux de la francophonie. Et les Jeux, ce sont des Jeux, c'est ludique. C'est ludique. Vous organisez des activités ludiques dans un pays où il n'y a que la mort qui parle, où il n'y a que la misère qui parle, où le peuple est sans eau, sans électricité, où les gens sont enlevés, tués, où il y a le plus grand trafic d'organes d'êtres humains au monde, et vous organisez de l'argent de la francophonie pour boire du champagne, danser, dire c'est ça, et c'est ça la gouvernance que vous voulez. Voilà des choses qu'il ne faut jamais accepter, madame. Pourquoi c'est le Canada, qui est le grand donateur de la francophonie, a refusé d'envoyer des athlètes à Kinshasa? Vous croyez que c'est parce qu'ils ne peuvent pas le payer? Non. Parce qu'ils ont une morale, ils ont une conscience. Ils se sont dit, nous, on ne peut pas aller au nom des Jeux de la francophonie à Kinshasa dans un pays où le peuple meurt tous les jours, les gens meurent par millions. Et ces mêmes Jeux de la francophonie organisés par une Rwandaise, avec le Kagame derrière, pour humilier les Congolais. Les Québécois ont dit, non, on ne va pas y aller. Beaucoup d'autres, même la Wallonie, Bruxelles, les Belges, que l'on pouvait dire, oui, complices, ils ont dit non, nous, on n'y va pas. Mais comment vous... Alors, mais malgré tous ces signaux-là, pour dire au gouvernement de Kinshasa, vous faites fausse route. Pensez à votre peuple, nourrissez votre peuple, réveillez les consciences chez vous, mettez la fin à la guerre dans votre pays, mettez fin aux tueries dans votre pays. Laissez des mamans et des papas mourir
sans eau, sans électricité, dans les pays les plus riches au monde, dans les pays qui donnent à toutes les sociétés du monde qui sont des sociétés scientifiques et technologiques les minéraux nécessaires à leur développement. C'est le Congo qui produit le plus de coltan. Nous avons le coltan pour le mobile phone et nous avons aussi le cuivre, nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons tout. Et dans un pays aussi riche que le nôtre, la population est pauvre. Et pendant ce temps-là, toutes les richesses confisquées par la même secte des gens de Paris. Voilà, Monsieur Kamanda, on arrive voilà, au terme de notre entretien. 30 minutes, ça passe vraiment vite. Hein. On retient effectivement tous ces problèmes que vous avez soulevés, que vous trouvez dans votre roman, où vous dénoncez effectivement les injustices sociales. Voilà, vous exposez les réalités auxquelles sont confrontées la jeunesse africaine en particulier, parce que c'est quand même elle qui immigre, c'est elle qui part, voilà. Vous suivez l'actualité, je crois que vous êtes vous avez appris ce qui s'est passé en Tunisie. Le président tunisien a décidé de refouler les Africains chez eux, hein, sachant que dans votre message, effectivement, l'histoire de vos personnages, ils partent, ils viennent, je sens un message d'amour, d'espoir, de courage. Donc, si vous avez un message à envoyer au président tunisien, je ne sais pas si vous avez que lui diriez-vous? Bon, je lui dirais seulement ceci, que l'exemple qu'il vient de donner par rapport aux Noirs africains, c'est d'abord d'un racisme exacerbé. Deuxièmement, c'est contre tout ce que l'on pourrait qualifier de droits humanitaires. Pourquoi? Il doit se mettre en tête qu'il y a beaucoup de Tunisiens dans toute l'Afrique et en Europe. Qu'il y a beaucoup de criminels tunisiens aussi un peu partout ici en Europe. On en voit qui tuent, qui violent, qui volent. Partout, on les arrête, on les met en prison. Ils sont jugés individuellement pour leurs méfaits. Et en droit, on ne peut pas collectiviser une peine. Or, avec monsieur le président de Tunisie, il a fait d'une affaire privée, il a rendu une justice collective. Donc, parce qu'un Noir et un Tunisien se sont battus et que le Noir a gagné, donc pour lui, à ses yeux, tous les Noirs sont coupables. Punition collective, mais si tous les Européens commençaient à raisonner comme lui, et lui renvoyer chez lui tous les Tunisiens, quand on voit le nombre de Tunisiens qu'il y a dans les prisons belges, françaises, européennes, et que si et c'est même un seul Tunisien, on avait renvoyé tous les Tunisiens qui sont en Europe, qu'est-ce qu'il en penserait, lui? Qu'est-ce qu'il en penserait? Ce qu'il a fait est inhumain. Ce qu'il a fait, il s'est dit juriste, ça démontre que ces messieurs qui se disent juristes ne connaissent rien au droit, parce que en droit, toute peine est personnelle. On ne peut pas collectiviser la peine pour un seul fait criminel commis par un seul individu. Et il le sait. Mais indépendamment de cela, puisque un Noir et un Tunisien se sont battus, que les Noirs ont tué les Tunisiens, maintenant tous les Noirs, allez, doivent être punis. Donc voilà, moi ce que je lui dirais tout simplement, je lui dirais, s'il était vraiment juriste comme il le prétend, il aurait dû se référer à une règle juridique claire, que la peine est individuelle pour un fait individuel. Or là, il a fait d'une peine qui devrait être individuelle, une peine collective. Du coup, vous confirmez donc le message que j'ai perçu dans votre livre, c'est donc un message d'amour que vous souhaitez faire passer. Mais moi, j'aime le peuple du monde entier. Les Tunisiens, ce sont des braves gens. Il y a des beaux, des gentils Tunisiens partout dans le monde entier. Nous, on ne va pas chercher des Tunisiens. Mais l'autre message que je pourrais lui dire, imaginez que si tous les peuples africains aussi réagissaient comme lui, tous les peuples, vous savez que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme les Noirs ont toujours l'habitude de se laisser humilier sans que leur président ne réagisse, sans que leur gouvernement ne réagisse. Ce qu'il a fait là, les Libanais l'ont fait avant.
Les Libanais ont chassé tous les Noirs qui avaient là-bas, violenté, violé les femmes. On n'a entendu la réaction d'aucun président africain. Pas un seul. Pas un seul gouvernement. On a eu la même chose en Inde. Les Indiens ont brutalisé les Noirs, ils ont fait. On n'a pas entendu la moindre réaction de gouvernement africain. La Turquie, pareil. Alors, quand est-ce que ces présidents auront vraiment le costume de président? Ils ne sont pas là pour défendre leur pays. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts de leur peuple. Ils ne sont pas là pour défendre la dignité de leur peuple. À quoi servent-ils ces présidents africains francophones? À quoi servent-ils? C'est pour ça qu'ils sont partout humiliés. Ils sont partout méprisés. Mais Macron l'a prouvé à Kinshasa. Sarkozy l'a prouvé quand il était à Dakar et au Burkina Faso. Pourquoi ces Français méprisent tous ces Africains? Parce qu'ils ne sont pas dignes. On tue votre peuple, vous organisez déjà la francophonie. On chasse vos populations de par le monde, vous ne réagissez pas, et les gens des pays qui chassent vos peuples, vous les avez chez vous et vous leur donnez des postes importants. Ils dirigent vos hôpitaux, ils dirigent vos institutions, et vous les enrichissez au détriment de vos propres compatriotes. Comment voulez-vous qu'on respecte ces gens-là, qu'ils aient des titres Donc, c'est vrai que le costume est trop grand pour eux. Costume de président ou de ministre. C'est vrai que vous avez Ils ne méritent pas de costume. Excusez-moi. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils avaient commencé à renvoyer tous les Indiens d'Afrique, quand les Indiens avaient déjà attaqué les Noirs en Inde, il y a quelques années, on n'a pas oublié. Ça ne se serait plus reproduit, donc même les Tunisiens auraient réfléchi 2 fois avant de le faire. Or, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas réagi. Les Libanais ont tué, violé et chassé tous les Noirs africains du Liban, pas de réaction. Et les Ukrainiens ont fait la même chose. Ils ont chassé tous les Noirs et tous les là, y compris tous les Arabes. Personne n'a réagi à l'Afrique. J'aime l'Afrique, j'aime les Africains. Je me suis toujours battu toute ma vie entière pour l'Afrique. Je ne me suis jamais laissé corrompre parce que je suis un homme qui a des principes et qui a des valeurs. Voilà. Et si ces chefs d'État africains francophones avaient un minimum de sens de valeur, ils commenceraient par défendre les intérêts de leur peuple. Ils commenceraient à défendre la dignité de leur peuple. Ils commenceraient à intervenir partout dans le monde où un de leurs compatriotes était menacé ou il était en péril. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même là, au Congo-Kinshasa, pour les élections présidentielles à venir, ils se sont arrangés pour que les Européens, les Américains donnent des nationalités à tous ceux qu'ils considèrent comme opposants, comme ça ils ne vont pas se présenter aux élections. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Ils n'ont rien fait de bon. Ils n'ont même pas l'amour du pays, même pas l'amour du peuple. Ils veulent le pouvoir pour boire du champagne, voler l'argent pour mettre à Paris. Et là, les gens de Paris vont s'acheter des jets privés, des bateaux, des villas partout, des immeubles partout, à New York partout. Et pendant ce temps-là, le peuple congolais continue de mourir, le peuple africain continue de mourir. C'est pour ça qu'il y a un tel mépris. Même les Asiatiques commencent à mépriser ces chefs d'État-là pour les mêmes raisons. Voilà, moi je ne suis contre personne, j'écris pour la vérité, pour la justice, pour l'amour de l'humanité. J'écris parce que j'estime que l'espoir doit être partagé sur cette terre des hommes. Mesdames et messieurs, vous avez un petit peu l'esprit du contenu de ce livre, L'insondable destin des hommes. Voilà, M. Kamanda parle donc de tout à travers ses personnages. Il décrit, ils partent de l'Afrique, il donne les raisons pour lesquelles ils partent de l'Afrique, où chacun donne un petit peu son point de vue sur la situation africaine, où l'on va, pourquoi l'Afrique est dans cet état, qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut-il le faire. M. Kamanda nous a donné ses solutions concrètes également. Hein, et puis, voilà. Lisez le livre, achetez-le. Lisez. Vous verrez. Monsieur Kamanda, vous avez quelque chose à rajouter? Non, je dis seulement merci à vous et à vos auditeurs. Merci. J'espère que l'Afrique va pouvoir changer. J'espère que ce que j'ai dit va servir aux Africains et aux Français pour voir les torts partagés et essayer de faire de sorte que le peuple français, les peuples africains puissent vivre ensemble en paix et dans la joie et le bonheur, mais pas avoir des sectes qui servent de laisse
pour les nègres et pour les Africains. Voilà, ça, cette philosophie-là de voir dans les Noirs des esclaves qu'il faut tenir par l'Est, des Africains comme des chiens qu'il faut tenir par l'Est, des présidents africains, des ministres africains comme des chiens qu'il faut tenir par l'Est, moi j'estime que cette mentalité doit s'arrêter et c'est aux chefs d'État africains, aux ministres africains, à l'élite africaine de se révolter, de dire nous ne sommes les chiens de personne. Et ce jour-là, l'homme noir sera respecté dans le monde entier. Quand ils vont commencer à se mettre debout pour défendre chacun de leurs compatriotes, chacun de leurs compatriotes agressés dans le monde entier va commencer à respecter l'Africain, l'homme noir, partout dans le monde entier. Mais tant qu'ils se taisent, on va continuer à les humilier, eux-mêmes déjà, et nous tous avec eux. Voilà. Donc il faut un minimum de courage, un minimum de lucidité pour être gouvernant en Afrique aujourd'hui, pour changer le destin de l'Afrique de demain. C'est ça mon message le plus important. Merci. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que tout est dit. C'est un livre qui fait réfléchir, qui appelle... Je vous remercie beaucoup, madame. Merci infiniment. Merci. Parce que dans la vie des hommes, il faut quand même qu'un jour, les hommes se lèvent contre les injustices, contre les organisations criminelles qui génocident le peuple. Oui. La Révolution française, elle a bien eu lieu, le changement. Oui, voilà. Maintenant, aux Africains de faire aussi leur propre révolution. C'est ça, c'est ça. Voilà. Merci. Oui, monsieur Kamanda. Merci à vous, merci. Donc, on se dit à très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter monsieur Kamanda qui nous a plus ou moins édifié par rapport à aux idées qu'il a, par rapport à l'esprit de son livre, L'insondable destin des hommes. Alors, il nous parle notamment de l'Afrique. L'Afrique n'avance pas. L'Afrique n'avance pas. Donc, il faut, surtout pour la jeunesse africaine, plutôt que de partir de l'Afrique, aller à l'étranger où c'est souvent pas mieux parce que ces personnages, c'est des jeunes qui partent d'Afrique, qui vont à l'étranger, pensant trouver mieux, mais arriver sur place, c'est encore autre chose, ils vivent dans une précarité pas possible. Et pour lui, la solution se trouve en Afrique et qu'il faut que les jeunes réagissent pour carrément chasser les personnes qui sont là et qui ne font rien de bon pour l'Afrique. Bon, en tout cas, c'est un bon livre très, très, très intéressant. Je vous le conseille. On le trouve sur Amazon. Voilà. Vous aimez Parlons de livres? N'oubliez pas, subscribe, soutenez-nous, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez le pouce.